Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma et aujourd'hui on a un auteur mais pas que, Bruno Watley. Est-ce que je le dis bien? Oui, Watley, c'est ça, Bruno Super. Watley, tout à fait. J'ai toujours un doute, est-ce que j'écorche ou pas? Non, il n'y a pas de souci. Donc déjà, comment tu vas? Eh bien, je vais très bien. J'avoue un petit peu, stressé par l'exercice, mais je trouve C'est ça vrai super sympa. Ouais, c'est toujours Ouais. un peu intimidant. On comme a ça. un host de la radio quand même. donc, Ouais, vraiment, ça reste intimidant. Ok. Ben, on va retracer un peu ton parcours. Tu fais d'autres choses, j'ai pu le découvrir. Mais ici, c'est surtout pour ton travail d'auteur que tu es là. Donc j'ai plein de questions, on va parler de ça pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Moi, j'ai une première question qui me vient d'emblée. Comment est-ce qu'on pense même à être auteur? Moi, je pense que j'ai déjà pensé à écrire un livre, ça a duré 1 page. Je pense qu'on pense à être auteur à partir du moment où les histoires commencent à trop gonfler dans la tête. Et là, Ok. on n'a plus la place à un moment, il faut que ça sorte. Ok. Et je me dis, la façon la plus facile, c'est de les coucher sur le papier. Et du coup, j'ai commencé à écrire simplement comme ça, à force d'imaginer encore et encore des histoires. Ok. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de les faire sortir. Et par la suite, il a fallu quelques années quand même, mais les partager avec d'autres. Et tu commences vers quel âge à écrire? Alors moi, j'ai toujours écrit. Ok. C'est-à-dire que j'ai fait mes études primaires comme tout le monde. J'ai commencé à tenir un stylo. Et là, on a eu nos premières rédactions, je crois, vers la 4e ou 5e primaire, des petites rédactions comme ça. Et j'ai pris plaisir. C'est vraiment, j'avais pas l'impression qu'on me demandait un devoir ou un travail, ce genre de choses. C'était écrivez une histoire à partir de tel élément. Hop, je développais 1, 2, 3 pages, alors que certains peinaient à en faire un quart de page. Ah oui, la page de qu'avez-vous fait cet été? Ouais, mais et pour exactement, toi, c'était genre 16 pages. Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment le merci, on peut faire ça tous les jours si vous voulez. Ok. Et j'écrivais. Et t'as c'était un l'impression vrai que ça plaisir. te venait parce que tu lisais beaucoup, rien à voir, c'est juste que t'avais plein de choses à la tête. C'est possible parce que ma maman est bibliothécaire. Ok, oui, j'ai cru le dire. Voilà, donc j'ai baigné dans l'univers du livre depuis ma naissance. Ok, donc quand on a une maman bibliothécaire, on lit beaucoup. Et j'ai envie de dire que ça aide, surtout si c'est une maman bibliothécaire qui aime son métier. Oui, ok. Évidemment, après l'école, elle savait pas forcément venir nous rechercher, mais l'école était proche de la bibliothèque. Donc, Ok. on allait à la bibliothèque au lieu d'aller à la garderie. On était au milieu des rayons, on prenait les livres dans les J'aurais bien bacs. voulu, quand j'étais petit, c'est très bibliothèque. Ah Jusqu'à ouais. ce que ma mère m'appelle et me dit c'est fini. Moi, elle a fait l'inverse. Elle a fait, tu viens à la bibliothèque. Ah oui, ok. Et c'était quoi tes premiers trucs auxquels t'accroches en lecture, en termes de lecteur? En termes de véritables livres, je pense que c'était la saga Chair de poule de R.L. Stein. Je crois que je les ai tous eus à une époque. Et du coup, je me suis beaucoup concentré sur le fantastique, l'épouvante, etc. C'était un domaine qui me parle beaucoup en littérature, mais aussi au cinéma, parce que je suis un gros cinéphile. Ouais. Et j'ai toujours adoré les films On va d'horreur, les avoir films un petit fantastiques. segment film après, c'est sûr. Moi, Parfait. je suis très Magnifique. Ok, donc tout ce qui est un peu horreur fantastique. C'est ça. Et du coup, évidemment, maintenant, à partir de 12 ans, j'ai commencé à lire Stephen King. Et ça m'a jamais quitté. Ah, ok. Et du coup, t'écrivais donc déjà un petit peu, t'écrivais déjà des histoires plus jeunes ou pas du tout? C'était des grosses nouvelles, des nouvelles, et beaucoup, justement, de scénarios, de films. Donc, c'est-à-dire que j'avais envie de réaliser des choses avec des amis, et je me suis dit, c'est un mélange de tout, en fait. Ça rassemble mes 2 passions. Je peux écrire les histoires et en plus, après, essayer d'en faire quelque chose en images. Et donc voilà, j'ai réalisé un court-métrage, mais très amateur. On l'entend au son, c'est une prise directe à la caméra, donc c'est à l'ancienne. Et j'en ai fait une nouvelle dans mon recueil de nouvelles, justement, après. Okay. Et donc t'avais aussi un truc pour la réalisation. Des petits programmes. Enfin, moi, j'étais sur Magix Video. Ok. Voilà. Je vois c'est quoi. Ok. Je faisais ça comme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, j'aime bien écrire de temps en temps, etc. Est-ce que ça progresse juste en étant de plus en plus long, ou il y a un moment donné où tu te dis, non, je crois que j'ai vraiment envie d'écrire quelque chose structuré. Ça dépend, en fait. L'écriture, c'est vraiment bizarre à ce niveau-là. C'est-à-dire que il y a des fois où je planifie tout. Ok. Je me dis, voilà, mon histoire, c'est ça de A à Z. Et puis, il y a des fois, j'ai juste une idée. Ok. Et j'ai envie je sens qu'il y a quelque chose d'exploitable dans cette idée-là.
Et je me dis jusqu'où elle peut aller, et donc je me mets simplement avec cette idée devant mon PC, et alors j'essaye et j'avance. Je peux effacer des pages et des pages après parce qu'évidemment ça ne ressemble pas à grand chose au début. Mais après, voilà, quand l'idée se développe, je trouve que il y a quelque chose à creuser. Ah ok, donc c'est vraiment comme ça, parce que moi j'y ai toujours pensé, j'aime déjà penser à écrire un livre. Il faut juste se lancer. Je me disais tout le temps, est-ce qu'il y a une technique, une structure, il y a toutes les écoles, il y a l'école de d'abord je prends un tableau, je mets tous les personnages, tout le plan, j'écris, puis je réefface, puis je réécris, puis je réefface. C'est ça. Ouais. En fait, on dit beaucoup, il y a les auteurs en fait architectes et les auteurs jardiniers. Okay. Et moi, je suis un peu hybride. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'un peu touche à tout, donc j'aime bien essayer les différentes méthodes. Et en fait, un écrivain architecte va faire un peu comme tu dis, tout prévoir de A à Z. Il va avoir ses personnages, les liens, les tics, les tchacs, tous les rebondissements même du livre, la moindre péripétie. Et tout va être vraiment calé, calculé. J'aime bien parce que ça permet de savoir où on va. Et j'aime pas parce que ça permet de savoir où on va. C'est très bizarre à dire, mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la liberté créatrice. Et ça, c'est justement l'écrivain jardinier. Donc c'est celui qui a l'idée à cultiver, et alors il va essayer. C'est bizarre. Moi j'avais l'impression, je pense que si j'écris, je vais plutôt être architecte, parce que moi j'ai l'impression que si j'ai l'idée, mais que je sais pas trop où je vais et que je me laisse un peu taper, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Mais c'est possible que ça devienne n'importe quoi. Moi, j'ai des projets, je vais dire, enterrés, qui sont au fond d'un tiroir, qui ne sont pas finis, parce que justement, l'idée ne se développait pas comme je le voulais. Mais je pense que le côté architecte freine aussi la créativité, et donc la façon de pouvoir amener à bien son projet. Parce que si on se retrouve devant un petit couac, on va se dire, merde, mon plan, il va plus. Mon plan, il va plus. Et donc, tu restes au final bloqué aussi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que moi je fais un peu les deux. J'aime bien, voilà. J'ai mon plan de départ, et aussi parce que mon deuxième roman était planifié de A à Z. Et en fait, c'est absolument pas ce que je voulais de A à Z. Donc voilà, mes personnages m'ont dit non, mais ton idée elle était mauvaise, on va partir dans une autre direction. Donc voilà, j'ai écrit comme ça venait. Après. Ok, et donc tu écris plein de choses, tu te laisses un peu écrire. C'est quoi la première œuvre complète que tu fais? Ça se trouve, elle n'est jamais sortie, hein, mais... Alors la première œuvre complète, vraiment un début, une fin, etc. Voilà. Ça s'appelle Il. I2LE, c'est la contraction c'est l'addition de il et elle. Et en fait, c'était une histoire d'amour un peu impossible que je n'ai jamais sortie, que j'ai fait lire à 2-3 personnes. D'ailleurs, il y en a une qui me demande, mais quand est-ce que tu vas le réécrire et le sortir? Mais voilà, pour moi, c'était pas un produit qui devait être partagé pour la masse, je veux dire. C'était pas assez travaillé, assez fini. C'est une histoire courte? Oui, elle faisait, je crois, 30-40 pages à 4, quelque chose comme ça. Donc, je dirais, en format poche, on doit tourner autour de la centaine de pages, peut-être un peu moins. Et tu t'es directement dit que, pour toi, il n'y avait pas de souci entre écrire des fois des nouvelles et puis des longues histoires? Tu te dis, je peux faire un peu tout? Des fois, on a l'impression aussi qu'il faut choisir. Non, pour moi, j'ai pas envie de choisir, encore une fois, parce que c'est deux façons de travailler assez différentes. Et la nouvelle permet aussi d'être toujours dans l'action. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas lire, par exemple, les œuvres lourdes, qui peuvent contenir pas mal de longueur. Donc, les gros pavés classiques, etc., avec énormément de descriptions, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien qu'on en apprenne plus sur le personnage, sur ce qu'il ressent, ce genre de choses. Et du coup, la nouvelle, c'est un exercice que j'adore, parce que on est dans l'action, dans ce qu'il se passe tout le temps. Et donc là, t'as écrit donc oui, c'est ça. C'est ça. En première histoire, elle ne sort pas. Voilà. Tu l'as fait lire. Tu te dis, ok, je vais juste continuer. C'est quand que tu écris ton premier livre? Alors, mon premier livre, je l'ai commencé, je vais dire ça comme ça, à 14 ans. Ok. Donc sur les bancs de l'école, je suis un grand fan de Stephen King, donc comme je te l'ai dit. Donc je voulais quelque chose d'assez sombre, une histoire un petit peu glauque. Et ça me plaisait bien, j'aimais bien le premier jet, je vais dire ça comme ça, mais pareil, pas assez travaillé. Et en fait, pendant le confinement, donc des années et des années après, je me suis dit, j'ai du temps là. C'est mon moment. J'ai du temps, c'est marrant, mais j'ai rien à faire de mes journées, entre guillemets. Là, j'avais ma fille qui était très petite, donc elle dormait beaucoup à cette époque-là.
J'étais coincé. Bon, la télé, ça va un petit peu, mais à un moment, on a envie de faire autre chose. Cinéphile. Oui, mais voilà, quand on a regardé un film, 2 films, 3 films, on va quand même essayer de varier les plaisirs. Hein. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais réécrire et partager gratuitement sur une plateforme d'écriture, voir ce que les gens en pensent. Et je me suis retrouvé, je crois, dans le top 100 directement des histoires avec juste 2 ou 3 chapitres. Je me suis dit, voilà, parfait, je vais continuer à écrire. Les gens aimaient bien, j'ai eu pas mal de retours. Et j'ai un ami qui est auto-édité et qui m'a dit, mais pourquoi tu le fais gratuitement comme ça? Pourquoi tu t'en fais pas un livre, un vrai livre? Et en fait, l'idée m'avait jamais traversé la tête. Pour moi, c'était pas assez bon pour ça. Pour quelqu'un qui a lu autant de livres, qui écrit, tu as jamais eu l'idée qu'un livre tangible existe? Non, oui, ou alors pour moi, enfin, j'imprimais les pages, je les mettais dans des fardes à feuilles comme ça, et j'avais ça. C'est fou. Mais je me suis jamais dit ça va intéresser des gens, donc ouais, je l'ai partagé sur internet gratuitement. Il m'a dit mais il faut pas que tu fasses ça, c'est des heures et des heures de travail, voilà, faisons un livre, c'est assez bon. Ma femme m'a dit pareil. J'ai dit allez, ça ne me coûte rien d'essayer. Et j'ai essayé et au final, on m'a dit à quand le suivant. et entre un livre où on écrit des chapitres et on publie comme ça, et un livre tangible, il y a beaucoup de travail entre les deux. Oui, il y a énormément de travail parce que sur le site, c'était vraiment, j'ai envie de dire presque du Word. Donc on t'appelle le texte de manière brute comme ça. Après, il faut savoir qu'il y a une mise en forme spécifique quand on écrit un livre. Il y a les -4 pour les dialogues. Il y a quand même voilà les alinéas au paragraphe, ce genre de choses. Et voilà, donc j'ai dû évidemment le remettre en forme par la suite. Quelques petites imperfections puisque c'était mon premier et que je l'ai fait en auto-édition. Donc tout le travail d'édition a été fait par moi-même. Ok. Donc c'est assez compliqué. J'ai tant aussi de questions sur l'auto-édition. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis là pour y répondre. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que j'ai fait les deux. Donc j'ai fait de l'auto-édition et en plus j'ai été édité après. Donc vraiment pas de souci. Comment on fait l'auto-édition? C'est quoi? Alors l'auto-édition. Pour beaucoup, malheureusement, c'est je vais dire la route de facilité. C'est-à-dire que tout le monde peut être auto-édité. Si demain tu veux sortir un livre, tu sors un livre. Tu peux être auto-édité avec ou sans travail derrière ton livre, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que l'auto-édition, on fait tout de A à Z, que ce soit la mise en page, la communication, la structure du livre, tout te revient. Voilà. Si t'as pas envie de faire de travail de correction, tu n'en fais pas. Voilà. Vraiment, et c'est gratuit. D'où le fait que ce soit facile. Gratuit. C'est gratuit dans le sens où, par exemple, moi je passe, je sais pas si on a le droit de donner les noms de plateformes. Voilà. Moi je passe par KDP, donc c'est un programme d'Amazon, où voilà, on a juste à télécharger, je vais dire ça comme ça, son fichier. Et eux se chargent, quand on imprime, quand on le commande, d'en faire un livre. Voilà, je choisis la couverture, je fais tous les choix d'édition pour le roman. Le problème, c'est que comme tout le monde peut le faire, on peut retrouver évidemment de tout, et ça a mauvaise presse auprès des libraires et des lecteurs. C'est ça, parce que je veux dire, pour moi, jusqu'ici qu'on retrouve de tout, je me dis je comprends qu'il peut y avoir du mauvais, mais c'est surtout les libraires. C'est ça. En fait, les libraires ont du mal, encore une fois, comme il n'y a pas un travail derrière, pour le sérieux du livre, le libraire va pas toujours être très très chaud. En plus, voilà, moi par exemple, je passe par KDP, Amazon et les librairies ne sont pas vraiment toujours amis, et je peux totalement comprendre. Peu de gens sont amis avec Amazon. Voilà. Moi, je le fais chez eux pour une question, encore une fois, de facilité, c'est gratuit. Il y a rien à faire, ça fait beaucoup quand on propose la même chose payante ou la même chose gratuite. J'aurais tendance à dire gratuit aussi. Voilà, c'est ça. Ok, et donc, quand on fait ça, après on doit aller dans les librairies pour motiver les gens à Alors, on peut le faire. Les livres. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je vais dans les librairies, je présente mon roman. Après, je le fais pas pour mes livres auto-édités parce que voilà, je sais que 9 fois sur 10 j'aurai un refus, donc je vais pas utiliser toute mon énergie à ça parce que c'est vraiment fatigant. On peut pas les faire lire. Il y a pas. C'est difficile. Ouais, c'est vraiment très très difficile. Je connais heureusement des très bonnes librairies, mais c'est vrai que c'est très difficile. L'auto-édition a vraiment mauvaise presse. À ce niveau-là. Et même envers les plus grosses structures, par exemple, si je veux qu'on livre soit au club ou à la Fnac,
Oui, pareil, parce que eux en plus passent par des distributeurs, donc très souvent Hachette distribution qui est assez connue. Et voilà, donc là il faut être référencé sur une plateforme spécifique aux libraires pour qu'ils aient plus facile à commander le livre, etc. Et alors je sais que la Fnac travaille donc via Hachette Distribution, si je dis pas de bêtises. Oui, Hachette Distribution. Et alors ils ont en plus leur propre réseau interne. Je veux dire, ils commandent pas forcément ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ok. Et du coup, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Là, je comprends un peu mieux. Là, je vais pouvoir sortir un livre. Mais du coup, tu penses, donc tu envoies donc sur la plateforme là, tu publies tes chapitres. Ton ami te conseille de faire un livre. Ça prend combien de temps pour que le livre existe entre le moment où il te dit ça et le jour où tu as ton premier livre dans la main? Ça va très vite. Ça va très vite. À partir du moment où il est écrit, ça peut aller vraiment très vite. Et t'écris vite? Non. Non. Ça dépend. Charlie, je l'ai écrit très vite. Je crois qu'il m'a fallu 1 ou 2 mois. Enfin, j'avais un premier jet sur lequel me reposer, donc c'était un peu plus facile. Mais là, par exemple, le projet actuel, ça va faire depuis la sortie du dernier. Même avant que le dernier sorte, j'étais déjà dessus et il est sorti le 18 avril 2022. Ok. Donc voilà, il y a déjà 1 an et demi et je suis pas à la moitié. Ah oui, ok. Ok, ouais, oui, c'est... Ouais, ça peut, après voilà, ça dépend aussi comment ça vient, le sérieux qu'on met dedans. Moi, j'ai un peu la pression parce que le dernier a bien marché. Donc j'ai un peu la pression, comme c'est très différent au niveau de l'ambiance, etc., pardon, du livre. J'ai peur que ça plaise pas et donc j'essaye vraiment de me raisonner, de me dire, tu écris parce que tu aimes ça. Les gens suivront ou ne suivront pas, mais il y aura d'office des gens qui aimeront et qui aimeront pas. Donc il faut pas que je me prenne la tête avec ça, mais c'est très dur. Oui, ok. Bon, là, on va revenir au premier livre. Il est fait. Tu t'auto-édites. Il a quoi comme vie? Est-ce que tu arrives quand même à le retrouver à quelques endroits? Alors, t'as l'impression qu'il est quand même lu? C'est quoi un peu? Alors moi, ce qui est très chouette avec cette plateforme-là, c'est que j'ai tout de suite les retours de vente. Donc j'ai un tableau où je peux voir tel jour j'en ai vendu 3, tel jour 2, tel jour j'en ai pas vendu du tout. Et donc voilà, ça c'est assez chouette. La vie, moi je communique essentiellement via les réseaux sociaux. Donc j'essaye de me créer ma petite communauté de lecteurs là-dessus. Et la vie pour ce roman-là, ça a été de quelques mois, je vais dire, vraiment. Il y en a encore de temps en temps, je vois une vente, boum, qui tombe comme ça, mais c'est vraiment le dernier qui a explosé, je vais dire. Ok, mais est-ce que tu avais une attente en sortant ton premier livre? Non, pas du tout, parce que moi à la base, j'y avais même pas pensé, donc et c'est parce que les premiers mois il a bien marché que je me suis dit, le deuxième je vais faire pareil. J'avais même pas pensé à contacter une maison d'édition ou quoi que ce soit. Ok. Donc là, c'est plein confinement. Il sort pendant le confinement? Ouais, pendant le confinement. Ok. Tu te dis, après ça, je vais en faire un deuxième? Ou tu te dis, bon, mon ami m'a conseillé une fois, c'était bien, je vais recommencer ma petite vie comme avant? J'ai adoré, donc j'ai recommencé tout de suite. C'est vrai? Le process était vraiment bien? C'est tout de suite. J'avais les retours. En fait, je me suis rendu compte que les gens lisaient et aimaient bien. Ok. Et je suis quelqu'un qui n'a pas toujours eu confiance en lui, etc. Et donc, quand on écrit, on met vraiment une part de soi. J'ai bien que ça fait un peu cliché de dire ça, mais on met toujours une grosse part de nous-mêmes. C'est quelque part, c'est très intime, l'écriture. Et de voir quand on arrive à partager ça et que ça peut toucher des gens et que ça plaît et qu'on nous dit et il y en a un suivant en route, c'est gratifiant. Enfin, c'est vraiment chouette. Ok. Et le deuxième, tu pars de zéro? Ou t'avais aussi, à 14 ans, t'avais écrit déjà 16 livres? Non, rien du tout. Mais vraiment de 0. Et d'ailleurs, on n'a pas dit le nom du premier. Le premier s'appelait Charlie. En hommage à Stephen King aussi, puisque voilà, il avait un personnage qui s'appelle Charlie. Ok. Et le deuxième? Et le deuxième s'appelle Quand je reviendrai. Ok. Et le process pour celui-là est vraiment différent dans le sens où je me suis dit, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai écrit mon thriller un peu glauque, un peu sombre, etc. Fan de Stephen King, mon petit hommage, il est passé. Mais je suis pas Stephen King et je veux pas être Stephen King. Okay. Je veux pas. Je lis souvent et beaucoup le prennent pour un compliment. Maxime Chatham, le Stephen King français. Je veux jamais avoir ce genre de compliment parce que je ne suis pas Stephen King de 1 et surtout je veux être moi en fait. J'ai pas envie j'ai pas envie d'être
le pendant belge d'un auteur connu, etc. J'ai envie vraiment qu'on sente dans mes livres, c'est Bruno Watley. Ok. Est-ce que tu as l'impression que t'arrives à faire enfin, sur le premier, je pense que c'était aussi très influencé, tu partais de la base, mais est-ce que tu trouves que tu arrives à créer Bruno Watley? Parce que je me demande si c'est comme la musique ou d'autres arts, quand on en consomme, on est influencé automatiquement. Je pense qu'on est d'office influencé par, oui, comme tu dis, par les lectures, par les films aussi qu'on voit, hein, parce que au final, c'est raconter des histoires d'une autre façon. Et juste, je pense qu'à partir du moment où on est sincère dans l'écriture, qu'on se dit voilà, on se donne. Oui. D'office, il y a la touche spéciale, j'ai envie de dire la touche unique qui vient. J'ai des lecteurs qui ont lu tous les livres et qui m'ont dit là c'est toi. Dans ces moments-là, on sent si on lit. Mon but c'est de lire, de faire lire une histoire sans donner le nom de l'auteur. Qu'on dise ouais ça c'est toi. Ah oui, ok. Là, je me dis, c'est qu'il y a quelque chose. Une c'est touche qu'il y a, qu'on peut retrouver un peu. Oui, c'est ça. Et du coup, le deuxième, c'est quoi l'univers du deuxième? Alors, je suis parti totalement dans le sens inverse. Je voulais quelque chose de doux, de beaucoup plus léger. Et je suis parti sur une histoire un petit peu introspective comme ça. Donc, c'est une personne qui décide de tout plaquer du jour au lendemain pour faire le tour du monde avec 5 € en poche. C'est beaucoup ça. Voilà, c'est énorme. Hein. Et du coup, voilà, il part évidemment. Il y a des petites péripéties qui lui arrivent. Il y a une petite histoire d'amour. Enfin, c'est vraiment quelque chose à l'opposé du premier, parce que je voulais explorer d'autres univers. C'est facile. Enfin, c'est plus difficile à écrire que le premier. Parce que est-ce que c'est un univers que tu consommes ou t'as l'impression que c'est facile de délivrer dans ce secteur-là, où tu t'es dit ouf, je fais un contre-pied, ça va me prendre du temps. Les deux, c'est-à-dire que je n'en consomme pas beaucoup, donc c'était plus difficile à ce niveau-là, voilà, de me mettre dedans. Après, je suis quelqu'un de très sensible, donc j'essayais de me mettre un petit peu à la place de mes personnages, etc. Et c'est ce que je te disais justement tantôt. J'avais mon histoire de A à Z, et au final, les personnages, je me suis dit, ouais, mais moi, j'aurais pas réagi comme ça, finalement. Donc, j'ai écrit autrement, et voilà, l'histoire n'était plus... On arrive quand on transforme comme ça, quand on fait un peu l'architecte, et qu'on transforme, t'arrives à te dire qu'il faut quand même continuer, ou tu te dis, oula, je transforme trop, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne idée. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Je me fais confiance. Je fais confiance à mon instinct, et alors à ma première lectrice, à ma femme. Donc, j'ai tendance à, voilà, quand j'écris quand même suffisamment, avant qu'il ne soit fini, je lui donne, est-ce que je vais dans la bonne direction? Et alors, quand elle revient, qu'elle a pleuré, oui, ça va. Donc, je me dis, c'est bon. Je peux continuer. Et c'est à partir de celui-ci que tu as été édité, ou t'étais toujours en Alors, toujours en auto-édition, pour celui-là. C'était très très court. Après, sa vie a été un petit peu bizarre, donc il a pas mal fonctionné. Il y a plus de lecteurs que pour le premier encore. Donc je voyais que la base avait grandi. Ça grandissait tout doucement. Ça, c'était chouette. Et alors, il a été repéré en fait après par une maison d'édition. Donc je l'ai quand même envoyé, mais après le troisième. Donc c'était très très bizarre la façon dont j'ai fonctionné. Je me suis dit, je vais tenter aussi, comme le quatrième écrit a été édité, je me suis dit, je vais lancer aussi quand je reviendrai, qui est plus ou moins dans le même style. Et en fait, pareil, on m'a dit, oui, il est éditable, donc voilà, il faut juste retravailler ça. Et tu avais jamais pensé avant ça Non, jamais. Envoyer ton livre? Jamais, j'y ai pensé au quatrième, en fait. Ok. Ouais. Vraiment, j'ai mis le temps. Je suis un peu lent parfois. Et c'est quoi qui t'a dit, parce que t'aimais bien comment ça fonctionnait en auto-édition, c'est quoi, quand est-ce que tu te dis, bon, ça peut quand même être favorable si je passe le cap? Je voulais voir si c'était faisable, parce que justement l'auto-édition a mauvaise presse, et j'en avais un peu marre d'entendre oui, mais l'auto-édition c'est la facilité, t'es pas un vrai auteur, t'es pas... Ça se dit quand même. Ouais, je sais pas c'est quoi le game des auteurs, c'est vraiment... Les auteurs généralement ne se tirent pas dans les pattes, au contraire, j'ai même envie de dire, enfin moi je pars du principe que je fais la pub pour les autres, donc j'aime bien, il y a un peu ce sentiment de partage comme ça, c'est très chouette, c'est une belle communauté en général, évidemment, il y a, comme partout, il y a du moins bon, mais oui, l'auto-édition malheureusement a ce problème-là, mais c'est surtout point de vue des lecteurs. Mais je suis sur beaucoup de groupes de lecture,
Et je lisais énormément, oui, mais c'est de l'auto-édition, c'est pas bien, enfin c'est n'importe quoi, sans même avoir lu. Même pour les lecteurs, moi je croyais que ça fonctionnait plutôt pour les auteurs, les librairies, mais en fait même les auteurs regardent, est-ce que c'est un livre édité? Oh, c'est peut-être moins qualitatif. Mais c'est ça, tout le monde entre guillemets le fait. Moi je le fais plus, et je ne sais pas si je le faisais avant. J'avais pas spécialement, quand j'allais prendre un livre, je regardais pas c'est quelle maison d'édition, ça m'avait jamais vraiment frappé. Après je lisais beaucoup les mêmes auteurs, donc King, Granger, Chatham, ce genre de choses. Donc évidemment, ils étaient édités. Je ne savais même pas que ça existait avant d'en faire en fait l'auto-édition. Donc c'est vraiment un univers nouveau. Et j'essaie de jamais juger sans connaître. Ok. Et voilà, oui, il y a des choses moins bonnes, tout comme j'ai lu des livres en maison d'édition qui m'ont moins plu. Mais voilà, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, l'auto-édition, c'est pas les vrais auteurs. Et à un moment, on finit en fait par se poser la question, ouais, mais je suis légitime où là-dedans? Okay. Ah oui, tu t'es posé la question. Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, j'étais même, je vais pas dire prêt à arrêter d'écrire, parce que je pense que ça, je pourrais pas. Même si c'est que pour moi, je continuerai d'écrire. Mais ma légitimité, elle est où? Si je suis pas édité, si je suis jamais édité, si j'essaye pas, peut-être qu'au final, c'est que c'est pas éditable, c'est que c'est peut-être pas bon, en fait. Okay. Et du coup, je me suis dit, avec le 4e, on va l'envoyer à 3 maisons d'édition et on verra. Okay. Et je me suis dit, je m'en donne 3. Généralement, les gens font un peu plus. Je me suis dit 3, c'est bien. C'est un beau chiffre. C'est quelle maison d'édition qui a... L'Alchimiste, c'est une petite maison indépendante du côté de Tours, totalement à compte d'éditeur, parce qu'il y a aussi plusieurs façons de fonctionner dans les maisons d'édition. Il y a le compte d'auteur, le compte d'éditeur, le compte participatif. Ah, c'est des choses. Après, on peut en parler sans souci. Mais c'est quoi, par exemple, pour celle-ci, c'est quoi compte d'éditeur. Compte d'éditeur, c'est quoi C'est l'éditeur qui prend tout à sa charge. C'est-à-dire que l'éditeur te fait entièrement confiance, il croit en ton bouquin, il dit ça va se vendre, ça va rembourser les frais qu'on va faire dessus, etc. Donc on ne paye pas la correction, donc c'est une correctrice professionnelle avec qui j'ai travaillé, etc. en échange. C'est la maison d'édition qui la paye. Okay. Que par exemple moi je compare parce que moi quand j'entends ça, je compare directement au milieu de la musique que je connais un peu mieux dans les structures. Est-ce que c'est pareil que bon, s'ils payent tout, alors ils perçoivent plus? Est-ce que c'est la même chose que licence, contrat d'artiste? Il faut savoir que l'auteur sera toujours le moins bien payé. Oui, toujours. toujours. Mais oui, effectivement, la maison d'édition, c'est même pas elle qui empoche le plus, hein, parce que les libraires se font quand même une belle marge. Il y a l'imprimeur, il y a tout le système de transport aussi à payer, les graphistes pour la couverture, la correction, qui est une correctrice, il y a une correctrice professionnelle ici. Donc voilà, c'est beaucoup de frais. Ok. Et la maison d'édition, c'est même pas la plus grassement payée. Et travailler du coup avec une maison d'édition, ça change beaucoup de choses? On est plus détendu ou pas? Comment ça se passe? Au final, on se dit, j'ai plus vraiment autant la main que ça sur parce qu'il y a du coup des intervenants. C'est ça. En fait, quand ça se passe bien, et j'ai vraiment cette chance, je crois que je suis tombé sur presque une exception quand je vois parfois en discutant avec d'autres auteurs comment ça se passe avec leur maison d'édition. Mon éditeur est vraiment génial à ce niveau-là. Je crois qu'il me fait confiance. Il a quasiment rien touché au livre que je lui ai envoyé. Voilà, il y a eu des corrections évidemment par-ci par-là, mais le corps de texte est le même. Jusqu'à la couverture, c'est moi qui ai donné l'idée de la couverture. Il a vraiment suivi mes envies. Et au final, ça établit une relation de confiance qui est vraiment super agréable. Je me suis pas senti prisonnier, ou je me suis jamais dit ouais, mais bon, je suis pas libre. Je peux pas, je peux pas m'exprimer comme je veux. En tout cas, là où tu es tombé, tu le sens pas du tout. Ah, j'adore. J'adore. Franchement, et d'ailleurs, il m'a dit à quand le prochain. Il dit malheureusement, c'est pas dans sa ligne éditoriale. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Ah oui, ok. Donc là, oui, tu es reparti en auto-édition, mais c'est parce que c'est plus un livre qui est dans la même sphère que l'éditeur. Voilà. En fait, ici, le livre que je suis en train d'écrire, je suis revenu sur mes pas un petit peu psychopathe comme ça. Ça manquait de crime. Voilà, c'est ça. Mais là, j'ai vraiment été loin à savoir que l'idée de base pour celui que j'ai écrit, je me suis dit jusqu'où moralement je peux aller. Ah oui, ok. Et du coup, je ne suis même pas convaincu qu'une maison d'édition saine d'esprit voudra l'éditer.
Et pourquoi est-ce que tu l'écris alors? Parce que je veux voir jusqu'où on peut aller. Ok. C'est un peu la même fascination que j'ai avec des films comme Serbian Film, 902, ce genre de films. J'ai envie de savoir jusqu'où on peut aller. Ok, il y a un truc de... Et c'est du coup difficile à écrire? Très. C'est pour ça que ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Et j'ai vraiment énormément de mal à l'écrire. Et tu penses quand même que c'est faisable? Avec le temps qui passe, tu te dis quand même... Parce que des fois, ça peut être un peu un prototype de se dire, j'essaye, mais... En fait, j'arrive pas à aller plus loin que ça. Non, je sais que j'irai jusqu'au bout, je sais pas quand, mais je sais que celui-là, j'irai jusqu'au bout. Il y en a un projet qui dort. Ok. Lui, je vais le faire dormir parce qu'il a besoin de grandir tout seul, entre guillemets, de son côté, voilà, que moi aussi je grandisse avant de le reprendre. Donc il y a des projets en fait que tu mets sur le côté et puis tu retournes plus tard, c'est ça, parce que soit c'est pas le bon moment, je suis pas dans l'esprit du livre, il y a des choses à modifier et je ne suis pas encore prêt à le faire. Ok. Et t'arrives des fois à te dire que est-ce que on arrive à travailler sur plusieurs livres en même temps? Non, moi non. Il faut vraiment que je mette sur pause. Ok. Ça malheureusement, et je suis pareil en lecture. Pareil en série télé aussi, c'est très bizarre ma façon de fonctionner, mais c'est un à la fois. Je suis pareil, je termine, et des fois j'aime plus trop ce que je regarde, mais je dis, mais je peux pas passer à autre chose, c'est pas terminé. Donc ça c'est horrible. Pour les livres, j'arrive à le refermer maintenant. Avant j'étais comme ça, je me forçais, puis je me dis non, il y a tellement de livres, et je commence à le faire pour les séries aussi. Ok. Séries télé, j'arrive à me dire, je regarde une saison, si à la fin de la première saison j'ai pas envie de voir la deuxième, je me force pas. Ah, moi, j'arrive toujours. Courage. Parce que il y a certaines séries qui sont très longues. Oui, c'est ça. Et du coup, le premier livre qui a été édité, c'était lequel, d'ailleurs? Là où poussent les coquelicots. Donc ça, c'est mon 4e. Donc après les 2 romans, j'ai écrit un recueil de nouvelles. Oui. Avec la fameuse nouvelle qui est tirée du court-métrage que j'avais fait avec des amis du temps où j'étais à l'école, où j'étais encore jeune. Et j'aime bien dire ça parce que j'ai que 34 ans. Donc. Bientôt la pension. Ouais, bientôt, j'espère. Non, mais oui, enfin le 4e qui a été édité. Donc je l'ai envoyé à Michel Lafon, à l'alchimiste, et à une 3e qui m'avait dit oui, mais je ne sais plus. Je crois que c'était un conte d'auteur déguisé. Ok. Et du coup, celui-ci, c'est celui qui a eu le plus grand succès? Oui. Ouais, là où poussent les coquelicots, il s'est vendu à plus de 1000 exemplaires, enfin plus de 1500 à l'heure actuelle. Ok. Depuis 2022. Et surprenant pour toi? Ouais. T'aurais mis, ou même en l'écrivant, tu t'es dit, comme ceux qui disent dans la musique, je sens que j'ai un hit. Est-ce qu'en l'écrivant, tu t'es dit, je sens que celui-là quand même? Moi non, ma femme oui. Ok. Elle m'a dit, il est différent. Il a quelque chose. Moi j'ai écrit une histoire à la base pour ma fille en fait. C'est grosso modo l'histoire parle des liens entre un père et sa fille dont la mère a disparu. En fait, la mère s'en est allée le jour de la naissance, sans laisser de traces, elle disparaît. Et voilà, c'était un peu ma lettre d'amour à ma fille qui a toujours été très maman. Et c'était ma façon de lui dire aussi, oui, mais papa, il sera toujours là aussi pour toi. Quoi. Ok. Et du coup, succès directement ou c'est progressif? Des fois, on a des livres qui dorment un peu et après, tout d'un coup, il y a un pic, les gens le découvrent. Dans le premier mois et demi, j'avais vendu 500 exemplaires. Ok. Oui, donc je dirais quasiment direct. Ok. Qu'est-ce que ça fait quand on se dit quand même, mais là, quand même, ça fonctionne pas mal, quand même. C'est gratifiant, surtout, encore une fois, pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, se dire, là, il y a 500 personnes qui ont mon livre entre les mains et le reste parce que, on se le prête, etc. Ça fait quelque chose quand même, j'avoue. Okay. Que du positif ou aussi stressant? Parce qu'on se dit après ça, moi je veux toujours écrire. Est-ce qu'on se dit directement, c'est bien, on profite, mais après je dois revenir? Est-ce que ça influence? Est-ce qu'on se dit même, peut-être que je dois refaire un truc pas loin de ça? Parce que j'ai l'impression que ça a bien pris. Je dois peut-être redonner la recette. C'est totalement ça, parce que, comme je te le disais, le projet suivant est vraiment très différent. Oui. Et du coup, j'ai peur, en fait. Et je pense qu'il y a une partie de cette peur qui fait que le projet n'avance pas aussi vite que je le voudrais. Okay. Et je suis là à me dire, oui, mais bon, madame qui a bien aimé le roman à propos de cette histoire la suite. assez sentimentale, j'ai envie de dire, je vais lui balancer une psychopathe qui zigouille à tour de bras. Je suis pas convaincu. Voilà, que l'enfant a changé. Oui, c'est exactement ça. Je suis pas convaincu, voilà, que ça plaise au même public. Après, je pense qu'il y a un public aussi pour ce genre de livre. Est-ce que c'était essentiel pour toi de
changé quand même, ou est-ce que tu t'es dit, ça aurait pas été un crime de se dire, bon, ben, je trouve, enfin, apparemment, ça, les gens adorent, je l'écris peut-être bien, ben, peut-être que je vais leur en donner un peu plus. Pourquoi est-ce que tu as décidé quand même de toute façon changer? Parce que je pense, encore une fois, pour que ça fonctionne, pour que le récit soit bon, je pense qu'il faut être le plus sincère possible et en phase avec soi-même. Et j'avais envie. Simplement, j'avais envie d'écrire une histoire. Voilà, il y a beaucoup de sujets. On parle beaucoup de féminisme en ce moment, dans le bon sens du terme, dans le mauvais sens du terme, parce que je suis du genre à penser que les extrêmes ne sont jamais bons. Je me considère comme féministe dans le sens où j'ai envie que les femmes aient droit aux mêmes choses que les hommes, qu'on soit tous sur un même pied d'égalité. Pour moi, c'est ça le féminisme. Je suis même plus entre guillemets dans l'humanisme. J'ai envie de dire voilà, l'être humain. Peu importe son sexe au final, parce qu'on parle des hommes, des femmes, voilà, on a les transgenres, etc. Peu importe aussi les orientations, etc. Pour moi, une personne, c'est une personne. Il faut la prendre comme elle est. Je vois pas pourquoi une personne aurait plus de droits qu'une autre. Donc voilà. Pour moi, je pars de là. Et justement, le prochain, c'est une femme qui est tueuse en série parce qu'elle a un problème avec les hommes. Et j'ai envie de montrer que voilà, les extrêmes ne peuvent pas forcément être très très bons. Là où on pousse les limites. C'est ça. Donc. Ok. Il est un peu plus engagé. En fait, je me rends compte en parlant, c'est même pas spécialement voulu, mais qu'il est à la base, je voulais quelque chose de totalement amoral. Et là, je me rends compte qu'il est très engagé et qu'il raconte vraiment quelque chose. Quoi. Ok. Et du coup, le succès du 4e livre te permet de faire des festivals du livre, tout ça? Oui, j'avais déjà commencé avant avec l'auto-édition parce que certains salons du livre sont ouverts même aux auto-édités. Ok. Ah ok, comment on fait là je parle toujours du point de vue du je ne connais pas. Comment donc on a son livre, on connaît un peu les différents salons, on regarde les différents salons, on envoie un mail, on appelle, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça, souvent il y a un numéro de renseignement, un peu comme j'ai envie de dire une affiche de brocante. Voilà, moi je vois la pub passer sur les réseaux sociaux, je vois salon du livre, telle date, pour tout renseignement, téléphoner ou envoyer un mail. Du coup, voilà, je me présente, je dis j'ai écrit ça, est-ce qu'il y aurait une place encore sur votre salon? Et alors, soit la personne demande uniquement des auteurs venant de maisons d'édition, et là, c'est mort. Ou alors, il y en a qui sont en Belgique, qui sont assez ouverts à ce niveau-là. Et on peut aller avec nos livres. Ok, je pensais que ça pouvait être un peu comme les libraires qui donnaient priorité aux auteurs édités. Ils sont quand même plus cool au niveau des salons. Il faut savoir qu'aussi, beaucoup de salons sont créés par des auteurs et parfois aussi par des auteurs auto-édités. Donc, je pense que ça aide à avoir une ouverture d'esprit à ce niveau-là. Est-ce que les salons aident beaucoup à la vente de livres, etc. C'est la plus grande de nos vitrines, surtout en tant qu'auto-éditeur, encore une fois. C'est là qu'on peut présenter. On peut pas le faire en librairie, on peut pas le faire ailleurs. Eh bien, là, on est là, on a notre table, on a nos présentoirs, on a nos livres, et on rencontre des lecteurs. Il y a des achats aussi par ce que j'appelle des achats par sympathie. Donc, c'est-à-dire que il y a un échange qui se fait, on communique avec le lecteur. Il nous trouve sympa, hop, il prend un livre, même si ça l'intéressait peut-être pas de base. Et je trouve ça assez sympa. Puis on a les échanges avec les autres auteurs aussi. On discute pas mal. Et il y a des petits groupes, des petites amitiés comme ça qui se forment. Donc, c'est tout bénef. C'est pas du tout concurrentiel. C'est très sympathique en fait. Il y en a. Voilà, comme dans tout, il y a du bon, du moins bon, mais globalement, la grande majorité, moi j'ai rencontré énormément de personnes très sympathiques. Ok. Et du coup, il y en a beaucoup en Belgique ou pas que tu as déjà fait toi? Des salons du livre depuis 2 ans, j'en ai fait peut-être une 40aine. Ah oui, quand même. Autant que ça. Ouais. C'est cette année. Il faudrait que je regarde mon agenda, mais parfois c'était 2 par mois. Donc. Oui. Et avoir eu un livre édité a aidé à augmenter même pas le nombre ou pas? Parce que tu me disais qu'il y en avait certains qui étaient peut-être exclusifs aux auteurs édités. Ou en fait, pas tant que ça. Non, moi, en Belgique, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. La grosse facilité que j'ai eue, c'est pour cette année, et ça, je suis assez content, c'est que je peux être présent au Salon du Livre de Wallonie, donc à Mons. À savoir que l'année passée, si je dis pas de bêtises, il y a eu 40 000 personnes sur le week-end. Donc au niveau visibilité, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et ça se passe au mois de novembre cette année, et je n'y ai jamais été. Et là, c'est mon éditeur qui prend tout à charge, le stand, etc. Donc c'est vraiment chouette, quoi. C'est une possibilité que je ne pourrais peut-être pas m'offrir en tant qu'auto-édité.
Ok, donc en fait, tu restes signé chez ton éditeur, même si ton prochain livre sort par exemple en auto-édition, tu restes avec eux pour X livres, X années, comment ça se Ici, passe? en fait, il y a des contrats pour l'auteur et des contrats pour le livre. Moi, j'ai signé pour le livre, donc eux ont tous les droits sur Là où poussent les coquelicots. Ok. S'il y a une adaptation prévue, imaginons, ce serait un rêve totalement fou, mais imaginons. Voilà, ils sont dans la discussion également. Je peux pas prendre tous les choix Ok. tout seul. Ok. Et est-ce que du coup tu t'exportes bien aussi En France. en France? En France, le livre se vend vraiment pas mal. J'ai beaucoup de lectrices, je vais dire, parce que la majorité des gens qui me lisent sont des femmes. Ok. Donc j'ai beaucoup de lectrices en France et ça fait toujours plaisir. Bah j'en ai pas mal en Belgique, hein, mais voilà, je crois que le marché français est vraiment chouette à ce niveau-là. Et t'expliques comment le fait que t'as plus de lectrices? Alors je pense que ça doit juste être démographique. Il y a plus Ok. de monde en France, donc proportionnellement, j'ai plus de chances de vendre dans un grand pays. Oui, mais non, lectrices, pourquoi c'est plus Ah, des femmes qui lisent? dans le sens où bah, Là où poussent les coquelicots, c'est quand même un roman, je vais dire, sentimental. Donc voilà, les hommes, je pense, ont tendance, je vais faire des généralités, je sais, c'est pas bien, mais à se tourner vers le roman noir, des Ok. thrillers, des romans fantastiques. Que là, on est quand même sur quelque chose de vraiment dans l'émotion. Euh, c'est c'est pas du feel good parce que c'est un terme qui a été inventé, enfin, il y a pas très longtemps pour déterminer les romans un peu comme Virginie Grimaldi, ce genre de choses, que les jolies histoires qui se finissent avec un message Oui. très positif, machin. Je pense pas que mon livre se place là-dedans, mais il peut y faire penser. Ok. Et c'est essentiellement des femmes qui lisent ça. Donc, Ok. je pense que ça peut s'expliquer comme ça. Et de manière, parce que j'en ai pas parlé, t'as déjà sorti 4 livres, tu travailles sur ton 5e. Est-ce que c'est possible de gagner sa vie correctement ou pas? Est-ce que c'est juste pas du tout? C'est un complément, faut le faire par passion à ce niveau-là? Comment est-ce que ça se passe pour Alors, toi? je pense qu'il faut le faire déjà par passion, parce que sinon rien de bon peut sortir. Si on le fait avec la pression de il faut le vendre, il faut vendre, il Oui, faut mais des vendre. fois on fait quand même, oui, des fois Ouais. ça peut toujours rester ce rêve où on le fait par passion, mais on s'est toujours dit j'ai envie de Ah, vivre ce et serait énorme, hein. d'écrire. Ce serait énorme, ça je vais pas mentir, si je pouvais en vivre, ce serait bien. Après, ça me fait peur aussi, parce que je me dis, est-ce que je vais pas perdre cette passion Oui, parce que justement ça dépendra parce que que de là, ça va ça. devenir vraiment Ouais. mon travail. C'est possible, j'ai envie de dire, en vivre, c'est totalement possible. Maintenant, ben, il faut le petit facteur chance aussi qui va avec. Je veux dire, moi, je peux pas encore en vivre. Ça me fait, allez, sur un an, j'ai un vrai mois de salaire, Ok, plus ou moins. Donc c'est pas énorme non plus. ok. Mais je connais, enfin, des auteurs qui peuvent en vivre, hein, notamment en France, parce que j'ai des liens aussi avec certaines auteurs là-bas. Ok. Et c'est du coup, en général, les auteurs qui en vivent, est-ce qu'il y a des auteurs auto-édités qui arrivent à en vivre? Bah oui, enfin, la personne à qui je pensais justement en fait, elle a quitté son boulot. Elle s'est dit, je me laisse un an et demi. Si ça marche pas, bah tant pis, je reviendrai. Mais je veux tout mettre là-dedans. Et au final, ça se vend par dizaines de milliers. Donc Ah oui, ok. elle arrive à s'en dégager un salaire par mois. Ok. Tu le fais pas pour l'argent, par passion. Est-ce que tu as quand même un objectif qui est pas pécunier, mais est-ce que tu as quand même un objectif de nombre de livres même à sortir ou un objectif ou non, ça restera tu continueras à écrire pour toujours, sans pression, sans rythme, ce qui sort sort. Actuellement, mon état d'esprit, c'est ça. C'est voilà, j'ai envie d'écrire, j'écris. Je suis arrivé à un moment où j'ai envie de me faire plaisir. Donc j'essaye de le faire sans pression. Je sais que c'est pas toujours le cas. Bah, comme je te le disais, voilà, mon précédent a plu, donc évidemment, on a envie aussi de faire Ouais. plaisir. Mais j'écris avant tout parce que j'ai envie. Et au niveau objectif, c'est pas vraiment pécunier personnellement. Ce serait plus un aboutissement de travail. C'est ouais, voir une adaptation. Ok. Ça c'est vraiment, ce serait les mondes qui me plaisent qui rentreraient en collision, quoi. Ok. Ce Et serait du coup, dingue. on a droit à notre petit segment cinéma. C'est quoi ton style de film? C'est aussi fantastique? C'est ce que tu J'ai, consommes le plus? alors, c'est ce que je consommais le plus à une époque, beaucoup de séries B, films d'horreur, etc. Mais je regarde de tout.
Okay. Mais quand je dis de tout, ça peut vraiment être de tout, de la comédie la plus absurde. J'adore les Monty Python, par exemple, ce genre de choses. J'aime bien Lachaud aussi, Philippe Lachaud dans les trucs récents. Un des rares qui me fait vraiment rire. Mais je peux regarder des films très très sérieux également. Enfin, c'est quoi le dernier bon film que tu as vu et qui t'a marqué? Le dernier bon film que j'ai vu et qui m'a marqué. Waouh, ça c'est dur. C'est pas le dernier, mais en termes de films d'horreur, je crois que c'est Hérédité de Ari Aster, qui revient vraiment au film d'horreur de base, celui qui fait peur. Celui où il n'y a pas de jumpscare moi je trouve que c'est difficile de faire peur. C'est super difficile. Faire un film d'horreur, c'est vraiment difficile. Souvent, on en essaye chaque année, il y en a plein qui sortent. Je trouve que c'est vraiment difficile de faire un film d'horreur. Parce que justement, on joue avec ce truc d'un peu effrayer, surprendre. Mais même quand on veut le faire sérieusement, c'est devenu un peu difficile avec tout ce qui existe, tout ce qu'on voit dans tous les sens. C'est plus pareil J'avais l'impression qu'avant on voyait tellement de choses simples, etc., qu'on mettait un peu un esprit, etc. Je pense qu'il y a du cœur aussi qui manque parfois. On a eu le début, enfin moi j'y ai cru, avec James Wan, qui a réalisé Saw, le tout premier, qui est plus un thriller qu'un film d'horreur à proprement parler. Et ce film a bien fonctionné. Moi j'ai beaucoup aimé le premier Saw. Il a fait Conjuring, qui pareil renouait, j'ai beaucoup aimé les deux premiers, qui renouait vraiment avec ce film d'ambiance, maison hantée, etc. C'était vraiment chouette. Et puis je pense que la machine Hollywood est passée par là, il est devenu plus producteur que réalisateur, etc. Et on a perdu un peu, on est tombé dans le jumpscare facile, on a eu les dérivés, mais je trouve les ça spin-offs. Parce qu'il y a quand même encore une histoire. Oui, il y a beaucoup de films qui sortent où l'histoire commence, ils se disent bon ça doit tenir 1h30 et voilà, là il y a quand même une volonté de porter un peu l'histoire sur plusieurs choses. C'est parce que je pense que James Wan justement a ce cœur, aime vraiment le cinéma d'épouvante. Et d'ailleurs, quand on regarde les spin-offs, etc., on sent on sent que c'est pas lui qui a toute la main mise dessus. On sent les éclairs de génie, j'ai envie de dire. Et je trouve ça dommage parce qu'on arrive sur un produit en fait formaté. C'est voilà, Hollywood, c'est ça. Il faut faire peur, il faut faire sursauter, etc. Moi, j'aime bien me recroqueviller. J'aime bien que ça prend le temps et être là dans mon divan à me dire non, j'ai pas envie que ça arrive. Ah, mais là, j'ai envie de voir. Là, par contre, je trouve qu'il y a une grosse promo autour de La Main. Là, j'ai envie de le voir. J'ai très envie, mais là, par contre, j'ai l'inverse de Hollywood, c'est que le studio A24, c'est mon petit chouchou. Oui, j'ai justement, j'avais adoré The Witch. J'ai beaucoup aimé leur production jusque-là, et je me suis dit, oui, c'est vrai, ils me tentent. Et comme c'était eux. Oui, non, ils sont de plus en plus. Ça grossit à chaque fois. Avec l'Oscar ici, c'était quoi l'année dernière? C'était pour Everything at Once. Ouais. Ça, c'était vraiment, ça devient de plus en plus. Mais ça, c'est par contre, même en termes de promo, j'ai envie ça me donne très envie. Ouais, je suis assez curieux parce que ils font pas dans le teenage movie au niveau d'horreur. Et pourtant, la bande-annonce laisse penser. On dirait un peu à la bande de potes. Mais pourtant, je sais pas, celui-là m'intrigue beaucoup. Et sinon, le dernier bon film que j'ai vu, c'est Oppenheimer. Pas encore vu. Mais par contre, j'adore Nolan. Donc, j'irai 3 heures, je me suis dit, oh non, ça va être un peu long. Sans faute. C'est Nolan. Et mais moi, je suis très, très Nolan. Mais, par contre, Tenet, j'étais un peu, là, là, t'as poussé le Nolan. Tenet, je ne l'ai pas vu parce que, contrairement à tout le monde, Interstellar m'avait déçu. Oui, je sais. je sais. Et j'ai un ami qui m'a dit pareil. Il m'a dit, non, mais tu dois revoir Interstellar. Déçu. Et à mon avis, j'étais pas dans le bon mood. C'était pas le bon Interstellar. Voilà, pareil, je me suis dit, mais c'est Nolan qui a fait ça. Je l'ai même pas vu jusqu'au bout. Pour te dire. J'adore. Donc, voilà. Mais non, j'ai adoré sa trilogie, j'ai adoré Inception, j'ai adoré Memento. Moi, mon film préféré, c'est quand même... Je me demande si c'est Memento ou Le Prestige. Ah, Le Prestige, incroyable. Je crois que c'est Le Prestige quand même. Ça reste... Je peux le regarder tout le temps. Ah ouais. J'adore Le Prestige. Il est dingue. Il est vraiment dingue. Moi, c'est un de mes préférés. Après, j'ai la trilogie Batman. J'adore Batman. Oui, donc je sais pas. Qui va revenir au cinéma. Oui, Matt Reeves qui a fait Batman ici et ils vont faire Batman le second volet. Je sais plus comment ils l'ont appelé, mais Batman 2 peut-être. Oui, je sais plus.
d'ici, tout ce qui est d'ici, je calme parce que depuis Flash, c'est catastrophique. J'avoue que d'ici, à part Batman, pour l'instant, j'ai jamais vraiment accroché. Vraiment, en plus, je suis très Marvel, là, depuis ces dernières années. Enfin, un peu moins cette année. Un peu moins maintenant, on est d'accord. Avec la chute, tout ça. Mais, non, d'ici, c'est cata. Et en plus, de base, de nature, quand j'étais petit, je préférais d'ici. Les Batman, enfin, tous les héros. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, je me dis, allez. Et là, j'ai vu Flash et, non, je sais, c'est pas possible. Flash, je pense que il faut le prendre pour ce qu'il est. Prendre son saut de popcorn, se mettre. C'est juste dommage que ce soit pas très beau à certains moments. Ça, quand il court, on dirait de la 3D bizarre. Il y a certains moments, je me suis dit, surtout la scène où il sauve les bébés là, à l'hôpital. Là, j'ai l'impression de regarder un montage 3D bizarre. Je sais pas. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes de production, etc. aussi. Ils n'ont pas eu de chance. La Warner n'a pas eu de chance. Et enfin après, moi, je suis pas un grand fan de Snyder qui abuse beaucoup trop des ralentis, des Justice effets. League, moi j'ai bien aimé. J'ai pas vu la version de 4 heures. J'ai vu celle de 2 heures, mais ça m'a suffi. Moi, j'ai vu celle de 4 heures que j'ai regardé en 3 jours et que je me suis dit, bon, c'est pas mal. Parce que la première version, celle de Whedon, pas incroyable. Non, c'est vrai. Est-ce que t'as c'est hyper difficile, c'est la question que je déteste le plus, hein, mais est-ce que tu as un film favori de tous les temps? La Ligne verte. Ah, ok. Ah, moi, il est sorti facile comme ça. C'est une histoire de Stephen King, c'est Frank Darabont à la réelle. C'est Tom Hanks. C'est vrai qu'il y a un peu tous les C'est le combo parfait. C'est on pleure, on est un peu effrayé. Il y a une morale. Ouais. Il y a un jeu d'acteur incroyable. La musique est belle. Il y a tout. La Ligne verte, c'est mon roman et mon film préféré en fait. Je n'ai jamais réussi à le regarder sans pleurer. Ah, c'est vrai? Je l'ai vu des dizaines de fois à chaque fois. Et c'est même un jeu. C'est même un jeu maintenant. J'ai envie de pleurer aujourd'hui. Mais je le mets, je me dis, allez, je tiens jusque quand? Ouais. Ok. Pas la cagoule. Parce qu'il y a la combinaison. Le livre et film favori, ça rassemble tout. Moi, je pense qu'on peut terminer sur ça. Ah, moi, je trouve, c'est vraiment, j'adore. Merci pour ton temps et de nous avoir éclairé. Un grand plaisir. À chaque plaisir. fois, les gens expliquent tellement bien ce qu'ils font que moi, je vais devenir DJ, auteur, chanteur. Mais il faut. Parce que il faut toucher à tout. Ça donne envie, en tout cas. Donc, merci. Un grand plaisir. Merci. À toi.